diverses questions concernant la politique Vous voyez qu'on entend très bien. Merci. La politique internationale actuelle. Et donc tout d'abord sur la question européenne, je voudrais vous poser une question sur la place de la France et donc connaître le poids de la France à l'étranger. Parce que notre statut de puissance militaire et de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU fait de notre pays un acteur qui compte. Nos interventions en Libye, au Mali ou encore en Centrafrique ont mis en lumière ces derniers temps l'efficacité de notre armée. Mais avec les récentes coupes budgétaires sur le plan de la défense ou de la politique étrangère, la France ne risque-t-elle pas de perdre sa place en haut du concert des nations? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'il faut plus de l'argent pour l'armée? J'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez la position de la France. Non, mais ça, vous ne pouvez pas me donner un peu plus de 2 minutes 50, une question aussi importante. La place de la France, vous l'avez dit, d'abord nous sommes membres du Conseil de sécurité, jusqu'à nouvel ordre, et puis nous sommes et nous essaierons d'avoir une politique européenne qui pour le moment n'existe pas. Hein? La politique internationale de l'Europe est nulle. Heureusement, quand on se manifeste à quelques-uns, on s'aperçoit de temps en temps, très rarement, du poids de l'Europe. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants les plus riches du monde. Et ils sont incapables de se faire entendre. Et bien pourtant, là, il était temps d'ailleurs, ils ont perdu 3 mois. Les 3 ministres, je ne sais pas pourquoi Fabius est allé en Chine après, mais enfin bon, il aurait pu rester. Bon, bref, 3 puis 2 ont réussi à faire quand même changer le cours des événements en Ukraine. 3 plus 2, ce n'était pas n'importe qui, le pays le plus proche, et qui, avec l'Ukraine, a eu des rapports historiques terribles, la Pologne, l'Allemagne, la France. Madame Ashton, qui est bien gentille, elle était allée 18 fois, ça n'a servi à rien. Bon, parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de politique extérieure, et c'est vrai, il n'y en a pas, il y en a rarement. Il n'y a pas d'unité des 28 pays européens suffisamment pour qu'on prenne ça au sérieux. Maintenant, sur le plan militaire, les militaires, ça ne résume pas la politique. Là, l'expédition, je vous signale que, aussi bien au Mali qu'en Centrafrique, c'est à l'appel de l'Union africaine et des Africains eux-mêmes que nous sommes intervenus, qu'il n'y a pas que nous, il y a 2000 soldats, il y en a 4000 de l'ONU, et il y en a 2600 Africains qui vont, j'espère, en plus être complétés. Voilà, ça c'est une... Quand vous faites appel à l'armée, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes arrivé après la bataille. Nous sommes arrivés trop tard dans tous les cas. Bien sûr que ça fait quand même, je pense, c'est une action positive. Il faut la continuer. Mais enfin, les raisons de ces déchirements et de ces violences ne nous appartiennent pas complètement. Nous intervenons avec nos soldats. C'est presque en désespoir de cause. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'intervention militaire. De temps en temps, trop souvent, c'est malheureusement la dernière chance. Encore une fois, si je prends l'exemple du Soudan, qu'est-ce que vous voulez faire s'ils continuent de se battre? Et c'est évidemment les populations civiles, c'est-à-dire les Soudanais du Sud, qui meurent par milliers. Alors qu'est-ce qu'on fait? La position de la France là-dedans est assez forte, pour des raisons historiques, parce qu'en Afrique, nous avons été des colons, et que dans toute une partie de l'Afrique, c'est presque notre responsabilité, à l'appel des Africains, sinon il ne faut pas y aller. Et puis d'ailleurs, c'est toujours à l'appel de quelqu'un, il y a rarement une intervention. En Libye, c'était à l'appel de Benghazi que nous sommes allés. À mon avis, ça a été très mal fait, mais au fond, très bien. On ne s'était pas intéressé avant, on s'y est plus intéressé après. C'est pas comme ça qu'on fait. On ne va pas frapper avec nos avions et puis on s'en va. C'est pas possible. C'est pas ça une intervention humanitaire. C'est pour protéger les populations civiles. Alors, est-ce que c'est fait au Mali? C'est pas fini. Les problèmes politiques seront réglés par les Africains, pas par nous. S'ils nous demandent, on verra, mais ils demandent de toute façon qu'il y ait une intervention à l'appel des Africains à l'ONU, et d'abord à l'Union africaine. L'Union africaine, avec l'ONU, a demandé à un certain nombre de forces d'intervenir. En République centrafricaine, c'est très difficile, hein. Il faudrait beaucoup plus d'hommes pour essayer de prévenir les violences entre les deux communautés, qui, hélas, sont musulmanes et chrétiennes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas inventé. Hein. Alors justement, je voulais vous poser une question sur l'Ukraine, vous en avez un petit peu parlé. Donc la situation a beaucoup évolué ces derniers mois dans le pays, notamment ce week-end où le président Yanukovych a été destitué et où l'opposante Tymoshenko a été libérée. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'il existe
aujourd'hui en Ukraine des leaders capables d'unifier le pays et capables de rétablir la situation? Je sais rien, moi je suis pas ukrainien. Enfin, en tout cas, Tymoshenko, elle est pire que les autres. Elle a des blondes, elle a des grosses tresses, fausses, mais ça c'est son affaire. Simplement, elle, c'était la première des oligarques. Elle, quand, comment il s'appelle, Lysenko était Premier ministre, elle était son ministre pas du pétrole, parce que c'est pas du pétrole, mais c'est du gaz. Elle a donc, on l'appelait la princesse du gaz. Apparemment, tous les deux se sont fait 4 milliards. Et elle a été, enfin vraiment, après elle a été sauvée parce qu'elle a fait l'égérie de la Révolution Orange, mais la Révolution Orange, elle est venue sur la place, encore la place, toujours des places, lorsque Yushchenko, l'homme qui a failli être assassiné par Poutine quand même, hein, bon, et elle a pas fait long feu, elle est restée quelques mois, elle est partie. Ensuite, elle était à nouveau Premier ministre, et à nouveau, elle s'entend bien mieux avec Poutine que ne s'entendait Yanukovych. Alors, moi, je veux bien, hein, elle est sortie de prison. À votre avis, elle est sortie pourquoi? Elle est sortie parce que Poutine l'a demandé. Elle était dans une prison dans le Donetsk, c'est-à-dire la région la plus russophone. Je n'ai rien contre les Russes, hein, je m'en fous, moi. Simplement, la proximité de la frontière était évident bref, elle a été libérée, alors que, encore une fois, l'Union européenne a essayé de la libérer depuis 5 ans. Non, j'exagère, parce qu'il y a 3 ans qu'elle était trop tôt. Voilà, alors est-ce que c'est elle? Ben, j'en sais rien, mais elle va sûrement se présenter aux élections le 25 mai. Il y aura des élections, si tout va bien, des élections présidentielles. Pour le moment, il y a un président intérimaire. Cet président intérimaire est un allié absolu de Tymoshenko. Comme par hasard, il a été élu. Et comme par hasard, tous les partisans... Je vous signale que dans ça s'appelle la Dara, non? Oui. La chambre de parlement ukrainien, il y avait une majorité pour Yukanovitch. Et clac, les mêmes mecs ont voté dans l'autre sens. Bon, tout ça a été très travaillé. Mais enfin, il y a une corruption extraordinaire. Cette corruption a été le motif essentiel de la révolte infiniment courageuse des habitants, enfin, pas seulement de Kiev, hein, de l'ensemble. Ils sont venus, ils étaient certains d'entre eux déçus que l'accord d'association avec l'Union européenne n'ait pas été signé par Yukanovitch, mais aussi ils voulaient la démocratie et ils voulaient surtout l'absence de corruption. Le nombre de milliards que tout le monde a piqué, c'est effrayant. Bon, là on verra, j'en sais rien, est-ce qu'il va se passer, je crois que demain, non, nous sommes quoi, mardi? Ça devait être demain qu'un gouvernement était élu. Enfin, élu par la Chambre, pas par eux. Alors, il y aura des élections avant le 25 mai, ça va être organisé de façon très vite, hein, très rapide. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais enfin, c'est un embryon de démocratie qui se met en place. Maintenant, n'exagérons rien pour les Russes. C'est comme si... Vous savez, Kiev est le berceau de la Russie. Hein. La Russie, en particulier la Russie de la religion orthodoxe, est née à Kiev. Et après, a été à Moscou, et le combat entre Kiev et Moscou a été gagné longtemps après par Moscou, mais enfin, pour les Russes, c'est une partie de la Russie. Je ne dis pas qu'ils ont raison, puisque finalement, l'indépendance de l'Ukraine a été donnée en 91, d'abord préparée par Gorbatchev et Yeltsin, c'est eux qui l'ont fait. Mais, bon, c'est vraiment, pour les Russes, quelque chose d'assez difficile à digérer. Deuxièmement, en Russie, il y a des rapports économiques avec l'Ukraine, et puis il y a le gaz. Des rapports économiques qui... Vous savez que c'est la Russie qui a donné la Crimée. La Crimée, c'est là où il y a le port de Sébastopol dans la mer Noire. Et cette Crimée, elle était à l'intérieur de la Russie, comme était l'Ukraine, et on a donné à l'Ukraine le bout de Crimée, qui a l'air d'une presqu'île, qui est dans la mer Noire. Et là, il y a le port, le seul port en eau chaude, si j'ose dire, enfin la mer Noire, qui ensuite va vers la Méditerranée, et pour les Russes, c'est capital. Hein. Alors, il ne faut pas trop les chatouiller, je ne veux pas dire qu'ils vont faire la guerre, mais enfin, il faut faire ça sérieusement. Il ne faut pas encourager la sécession ukrainienne, parce qu'elle risque de se couper entre l'Est russophone et l'Ouest, plutôt tourné vers l'Union européenne. Mais moi, je pense qu'à terme, malgré le dogme qui consiste à dire on ne va pas élargir l'Union européenne,
C'est une conception qu'on ne peut pas tenir. C'est comme le Kosovo. Je suis désolé, les gens veulent et à un moment donné, ben voilà, ils vont continuer. Alors on peut leur dire c'est un accord d'association et pas l'union. Vous n'y rentrerez pas parce que de toute façon, il faut l'unanimité des 28 pour y rentrer. Et d'ailleurs, il faut un référendum dans chaque pays que Chirac a imposé, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas Hollande, c'est pas Sarkozy, c'est Chirac qui a imposé un référendum, alors que Chirac était pour l'entrée de la Turquie. Je ne sais pas. Si vous demandez aux Français si la Turquie rentre maintenant, je peux vous être sûr qu'ils répondront non. Moi d'ailleurs, je suis pour l'entrée de la Turquie, mais enfin bon. Donc voilà, ils continueront de demander. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un peu de rêve, hein, un peu de démocratie, plus peut-être que du rêve, du travail, et ils veulent que la corruption cesse. Et donc c'est plutôt vers l'Union européenne qu'ils vont aller. Alors justement, en parlant de l'Union européenne dans cette crise, l'Union européenne a été un petit peu en retrait. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été préférable qu'elle tende une main un peu plus ferme aux opposants et qu'elle leur propose plus de choix Bien entendu, très bonne question, mais pourquoi elle ne l'a pas fait? D'abord parce qu'elles sont très gênées, les pays européens. Consultez, comprenez, l'élargissement a été fait vers les anciens pays communistes de l'Europe centrale, qu'on appelle l'Europe médiane, c'est très joli, j'ai pris d'employer cette expression, l'Europe médiane, et bon, il fallait les conforter parce qu'ils avaient quitté le giron soviétique à l'époque et pas russe soviétique, et donc, comme on avait pris les pays de dictature en Europe, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne et la Grèce, là, une espèce de récompense, ils venaient à nous et on s'est aperçu que, bien sûr, les salaires étaient infiniment moins élevés et que la concurrence, s'il y avait un déplacement des populations, était dommageable et ça explique une partie de notre chômage. Bon, pas la seule raison, hein, mais enfin quand même, ça pèse beaucoup. Alors si vous demandez maintenant que l'Ukraine vienne, les gens ont été formés aussi, hein, il n'y a pas que les Français, et donc vous aurez là des réticences terribles. Mais je pense que petit à petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas combien, un jour, je crois, je peux me tromper complètement, l'Ukraine continuera de vouloir faire partie de... Et ça ne veut pas dire qu'il faut être mal avec les Russes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une collaboration, un partenariat qui soit développé, et jusque-là, Poutine n'a pas vraiment la manière pour l'encourager. C'est un peu violent, à part à Sochi. On va désormais parler d'un pays un peu plus au sud, et qui est aussi en rapport un peu avec la Russie. Donc je parle de la Syrie. Le Conseil de sécurité a adopté ce samedi à l'unanimité une résolution humanitaire non contraignante sur la Syrie. Elle prévoit la levée du siège de plusieurs villes et une plus grande facilité de passage pour les convois humanitaires. Mais rien n'oblige le gouvernement syrien à respecter cette résolution. Aucune sanction n'est en effet prévue en cas de non-respect. Donc ma question va être, existe-t-il encore une solution de sortie de cette crise humanitaire? Quels moyens reste-t-il à l'ONU ou aux ONG pour faire parvenir de l'aide à la population qui est en fait celle qui souffre le plus? Mais pourquoi vous dites une crise humanitaire? La crise humanitaire est venue après la crise politique. S'il n'y avait pas de crise politique, il n'y aurait pas de crise humanitaire. Il n'y aurait pas de famine. Oui, d'accord, mais régler le problème politique, vous réglerez le problème humanitaire. Mais alors ça, c'est pas la politique qui est clairement couché avec... alors, vous n'aurez pas de règlement humanitaire. Si vous imaginez que Bachar el-Assad va arrêter de bombarder, vous vous trompez. Oui, donc je m'assurer une possibilité pour que... vous en ferez sortir 10, il faut le faire, bien sûr. Enfin là, il y en a eu 1400 qui sont sortis d'Alep. Et ça a été très très dur, et ça fait plus de 2 ans et demi que ça dure. Alors, oui, c'est bien qu'il y ait une résolution humanitaire. Oui, il faut évidemment essayer de faire sortir les populations civiles, mais il y a déjà 2 millions de réfugiés. Ouais, les pays en ont marre. Est-ce qu'on attend que le Liban éclate? Est-ce qu'en Jordanie, on peut en prendre encore? Est-ce que la Turquie veut... Vous savez, c'est un problème politique par excellence. Et ça a divisé complètement, redivisé de façon un peu contradictoire avec ce qui était avant d'ailleurs, c'est la position d'Obama qui a changé, complètement. Obama, et il voulait en parler avec l'Iran, et pour le moment, on a réussi à débloquer un peu une petite situation tendue. Il y a maintenant un axe Iran, Irak, Syrie, Hezbollah, qui est un axe chiite, si bien que la trajectoire d'Obama a fait, enfin en tout cas l'initiative politique a fait que ce ne sont plus les sunnites seulement qui représentent le monde musulman, mais les chiites aussi, ce qui est légitime. Ils sont 10, enfin je ne sais pas s'ils sont 10,
20%. 20% des musulmans. Combien? 20% des Oui, 20%, je suis d'accord environ. Donc voilà, alors donc ça a vraiment complètement changé dans la région. Et si vous prenez l'Arabie Saoudite, si vous prenez la Turquie, si vous prenez l'Iran, etc., tout le monde soutenait, et je ne parle même pas du Golfe qui soutenait les frères musulmans. Si vous ne réglez pas ce problème, la guerre continuera. Et donc, moi je suis pour qu'on fasse sortir tout ce qu'on veut, mais on les met où en plus? Parce que si vous faites sortir des millions de gens qui se battent pas, qui reçoivent des bombes, vous les mettez où? Et on change complètement la carte. Moi ce que je pense, c'est que la Syrie va éclater. D'ailleurs l'Irak aussi. Le modelé de ces éclats, je ne sais rien. Je pense que maintenant Bachar a à peu près gagné dans les régions alaouites, qui sont des gens proches des chiites, et on peut imaginer que la guerre se poursuive sans avec moins de dommages collatéraux sur les populations civiles, dans des zones qui seraient protégées. Les Kurdes se battent victorieusement d'ailleurs, parce qu'ils ont une unité assez forte, malgré qu'il y ait le PKK, tout ça, il faut dire ce que c'est, enfin, bon bref. Et puis il y aurait la zone qui irait jusqu'à la mer et qui comprendrait Damas. Je pense qu'à un moment donné ça se passera comme ça et que ça va durer encore des mois, sinon des années. J'espère me tromper. Mais la solution humanitaire n'existe pas. L'humanitaire, c'est quand vous ne pouvez pas faire autrement. C'est quand vous dites la guerre est une donnée réelle, c'est comme ça, soyons réalistes, voilà, essayons. Bon, d'accord. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, je peux vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais enfin, c'est pas la solution. Et la question politique est clairement bouchée aussi, donc c'est pour ça que... Mais c'est bouché, c'est pas vrai. Il y a eu un moment donné... Non, c'est pas bouché, mais il faut se résoudre à... Nous avons tous dit, en tout cas, nous, la France, qui n'avions absolument pourtant d'avoir une connaissance de la Syrie, enfin, les gens qui étaient au pouvoir à ce moment-là n'en ont pas eu. Et donc, on a dit, Bachar va s'en aller. C'est stupide de dire ça. Le mec, il s'en ira jamais. S'il s'en va, il est mort. S'il en va, il n'y a plus de loi, il s'en ira jamais. Il faut être fou. Si moi, je serais lui, jamais je partirais. Bon, et d'ailleurs, il n'est pas fou. Et donc, à un moment donné, on a quand même percé le blindage un petit peu et on a dit, il y aura une conférence de Genève un peu plus. Et elle a eu lieu. C'est pas grand-chose, mais c'est comme ça. Moi, j'ai été ministre des Affaires étrangères, je peux vous dire qu'on ne change pas le monde d'un seul coup. Hein. Donc, il y a eu des petites choses. Et comme je pense que Bachar, je peux dire hélas pour la population, mais comme je n'ai pas de sympathie pour les groupes d'en face, sauf les premiers, sauf les gens qui se sont battus contre la dictature, ça oui, mais il y a longtemps qu'ils sont noyés. Et je pense qu'il va continuer à gagner la bataille, et qu'à un moment donné, hélas, mais enfin, c'est peut-être mieux qu'avant pour les populations civiles, on pourra parler. Là aussi, le revirement d'Obama, je n'ai rien contre le président Obama, hein, mais même son secrétaire d'État, John Kerry, ne savait pas que les pourparlers avec l'Iran étaient proches de réussir. Et puis, donc, pour la deuxième fois, parce que Saddam Hussein avait, contre sa propre population, bombardé à l'arme chimique, et ça a été le massacre d'Al-Abja. J'y étais, je peux vous dire que c'était... Enfin, j'y étais, je suis arrivé tout de suite, mais je n'étais pas sous les bombes, sinon je serais mort. Tout le monde était mort, tout le monde. Bon, nous n'avons rien fait. On n'a pas puni Saddam Hussein. Là, l'utilisation de l'arme chimique dans la banlieue de Damas a provoqué quelques petites réactions. Ces réactions, il a fallu les avoir au début, lorsque, au mépris, mais au mépris total des conventions de Genève, les bombardements avaient lieu sur les immeubles civils, et seulement ça, comme pour Beyrouth. Beyrouth, ça a été pareil. À ce moment-là, on pouvait en effet détruire l'aviation syrienne, je crois qu'on ne l'a pas fait. Alors, vous avez parlé du rôle des pays du Golfe dans cette crise. Je voudrais poser une question. Donc, depuis quelques années, le Qatar et ces autres pays du Golfe investissent énormément dans l'industrie française et également les médias et le sport, en achetant des grandes parts de capitaux, donc parmi les plus grandes sociétés du CAC 40, donc pour citer Lagardère, EADS, Vinci ou encore LVMH. Qu'est-ce que vous pensez de la souveraineté de la France vis-à-vis du Qatar, et est-ce que vous pensez que ces investissements sont dangereux pour nous? Je pense qu'ils soient dangereux, mais moi je ne suis pas chargé du capitalisme international. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais maintenant, voilà, on prend des parts, des sociétés gigantesques, et puis ces sociétés gigantesques, on ne les a pas forcées à les prendre. Hein. Je ne suis pas sûr pour LVMH. LVMH, il me semble.
Mais ces pays qui financent en même temps des organisations terroristes la France ne règle pas du tout, je suis désolé, mais c'est pas. Vous pouvez toujours dire, si vous avez quelques actions de l'État français dans une société, vous pouvez manifester, mais en tout cas pour la Gardère, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils veulent prendre des trucs, voilà, ils sont très contents de le trouver, hein, en général. Maintenant, le Qatar, bon, écoutez, si la révolution arabe se poursuit, ce que je crois, malgré ses heures et ses difficultés, bien sûr, le Golfe n'en a plus quand même tellement pour longtemps. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je ne vois pas qu'un pays qui a 300 000 habitants puisse comme ça, vous avez vu l'exemple du Qatar, je le connais bien, eux ils soutiennent les frères musulmans. Bon, ils ont pris une grosse baffe en Égypte, hein. Et l'Arabie Saoudite a gagné. Mais quelle est la compétition? C'est Arabie Saoudite, Qatar. C'est là-dessus, on est vraiment. Il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils ont acheté le Paris Saint-Germain. Je trouve qu'aller faire un championnat du monde de football dans le golf, je trouve que la mondialisation a de ses détours. Enfin, je m'en fous. Enfin, le Paris Saint-Germain gagne. Il continue de s'appeler Paris Saint-Germain. Désormais, nous allons passer à quelques questions de politique intérieure. Vous avez fait un large diaporama en fait, de tout ce qui était Moyen-Orient, etc. Donc nous allons peut-être passer à la France. Donc, attendez, moi je ne vais pas vous... Politique française, bon. Mais on a jusqu'à quelle heure là? Vous devez rentrer chez vous, jusqu'à 20h à peu près. 20h15. Parce que sinon je ne peux pas répondre. Répondre comme je l'ai fait, c'est peut-être rigolo, mais enfin c'est pas sérieux, franchement. Vous me donnez tellement de sujets que... Franchement... Mais si on va vraiment au fond des sujets... Après, mais pourquoi on n'en prend pas un pour aller un tout petit peu au fond? Un seul. Mais là, tu vois, les révolutions arabes, c'est quand même très intéressant. Tout ce qui s'est passé là, même si on croyait... La révolution, on vient de parler de la révolution ukrainienne. Est-ce que c'est une révolution? Ça veut dire quoi, une révolution? Ça veut dire ça fout en l'air un régime pour en installer un autre. Je pense qu'on peut appeler ce qui s'est passé en Ukraine la révolution. Oui. Est-ce que ça va aboutir à un mieux-être et à plus de démocratie, ce qui est le but de toutes les révolutions quand même, hein? Je le crois. Est-ce que les révolutions arabes, le printemps arabe était une révolution? Il faut vraiment prendre pays par pays parce que les pays ne se ressemblent pas tous. Ce qui s'est passé en Libye, ce n'est pas passé au Yémen. Ce qui s'est passé en Tunisie, où enfin, il y a vraiment un vrai espoir avec une constitution qui est une constitution qu'on n'attendait pas. C'est vraiment... Je pense que ça s'est déroulé très très vite. Je ne dis pas que c'est fini, sûrement pas. Mais très vite, il y a eu une issue qui représente, je crois, issue voulue et pour laquelle les Tunisiens se sont battus. Il y a même eu un certain nombre d'assassinats. Quand même, saluer le courage de ces gens. Je pense que là, ça a évolué de bonne manière. En Libye, c'est une catastrophe. D'abord, il n'y a pas de gouvernement. Les mecs sont... Le général qui a été convoqué pour parler d'une affaire qui est assassiné en chemin, c'est un peu dur quand même, hein. Tout le sud libyen est en dissidence absolue. Probablement... Alors on dit Al-Qaïda, c'est pas toujours Al-Qaïda, mais enfin, oui, il y a vraiment un régime très difficile qui se met en place dans tout le sud libyen. Benghazi n'est pas commandé, Tripoli, pour le moment, c'est pas une réussite. Mais c'est pas possible d'attendre quelque chose de spectaculaire en quelques mois ou quelques années. C'est pas possible. On s'imagine que ça va venir et qu'on va fabriquer la Suisse. Non. Pas ça. Donc il y a je crois qu'il faut noter, et c'est vrai pour l'Ukraine aussi, il y a une révolte des populations contre au moins la corruption. Et sûrement une corruption qui amènerait, une lutte contre la corruption qui amènerait à plus de démocratie. Voilà ce qui s'est passé. Les dictatures sont moins supportées qu'avant. Ça, c'est quand même un phénomène formidable. Et la façon dont en Égypte, en Tunisie, en Libye, au Yémen, partout, les manifestations ont eu lieu, c'était contre un régime autoritaire. Et en Ukraine, c'est la même chose. Je pense qu'il faut saluer ce mouvement parce que les gens, dans tous les pays que j'ai cités, et dernièrement en Ukraine, ont été horriblement courageux. Hein.
on va voir, mais il ne faut pas s'attendre à... Il faut aider à cela, et surtout l'Union européenne, pas un pays ou un autre, l'Union européenne, avec peut-être des pays en pointe plus que les autres, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je crois, il faut considérer les choses à long terme, sur 10 ans au moins. Et le mouvement amorcé est quand même un mouvement très intéressant. Alors, vous avez parlé d'assouplissement dans certains pays. L'Iran en fait partie. Oui, bien sûr. Donc, le 14 avril 2013, Hassan Rouhani a été élu président et s'en est suivi un assouplissement du régime et la levée de certaines sanctions occidentales. Donc, ils ont fait des concessions, notamment ne plus enrichir d'uranium à plus de 5% et abandonner des usines, donc Natanz, Fordo ou Arak, et ne pas construire de nouveaux sites d'enrichissement. Et à partir du 20 juillet, les pays qui discutent avec l'Iran vont devoir transformer ce qui était un plan d'action en accord global. Alors, ma question c'est, est-ce que l'Iran a vitalement besoin de ce programme nucléaire lourd d'attaque? Est-ce qu'il peut s'en séparer sans perdre la face? Et s'il venait à s'en séparer, quel changement cela entraînerait vis-à-vis de l'équilibre du Moyen-Orient? Il n'a absolument pas besoin. S'il a besoin de l'énergie, c'est avec les centrales nucléaires, 5% ça suffit. Au-delà, c'est la fabrication de la bombe, à partir de 20, ça va beaucoup plus vite, etc. Non, mais attendez, Rouhani a été élu. Il n'y a jamais eu autant d'exécutions que depuis son élection. 800 exécutions. Récemment, pendaison en public. Donc, oui, il a manifesté une ouverture à New York et partout, et il fallait la saisir, et d'ailleurs, nous l'avons saisie, l'Europe, les États-Unis, et il faut poursuivre dans ce sens, parce qu'il vaut mieux se parler que d'essayer d'établir la paix plutôt que de préparer la guerre. D'accord. Enfin, le pays n'a pas encore changé du tout. Moi, j'ai parlé très longuement, il n'y a pas longtemps, avec le ministre des Affaires étrangères, Vizir, oui, Vizir. Bref, bon, il y a manifestement un désir de dialogue. On verra bien pour le moment. Il n'y a pas eu de cristallisation de tout ça, et on a donné 6 mois ou 1 an, on verra bien. Mais il faut, ça c'est essentiel, que les visites de l'AIEA, l'Agence de sécurité nucléaire, soient des visites non préparées et à l'improviste permettent de visiter tout ce qu'on veut. Pour le moment, c'est pas ça. Donc, on verra. Quand on a négocié, moi j'ai beaucoup négocié avec l'Iran, quand on a négocié les 5 plus 1, les 5 c'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. On négociait avec eux et pendant ce temps-là, ils préparaient un 2e site. Là, on sait déjà qu'ils en préparent un 3e. Alors, bon, il faut être prudent là-dessus. Mais enfin, moi je pense quand même que la négociation c'est mieux, bien entendu, et qu'on va poursuivre dans ce sens. Non, le changement, c'est un changement que la population iranienne pourrait qualifier. Nous, pas beaucoup. Pour le moment, pas grand-chose n'a changé. Les ayatollahs les plus ouverts sont toujours assignés à résidence, si je m'ose dire. Ceux qui sont ouverts sont enfermés. Bon, rien n'a changé. Maintenant, c'est une grande population avec une civilisation extraordinaire, une diplomatie tout à fait performante depuis des siècles et des siècles. On verra. Mais je pense qu'ils ont décidé de parler, oui. Est-ce qu'ils ont décidé de changer? Ça m'étonnerait. Parce que je ne vois pas les mollahs perdre le pouvoir tout de suite. D'accord. Alors en parlant du risque nucléaire, on peut parler d'un pays qui, au contraire, a durci sa politique vis-à-vis du nucléaire militaire ces derniers temps, c'est la Corée du Nord. Donc qui, malgré les sanctions lourdes à son encontre, a développé une politique encore plus agressive récemment. Qu'est-ce qui reste comme moyen à l'ONU pour éviter que la Corée du Nord se dote de ce genre de missiles? Et surtout, est-ce que vous pensez que le pouvoir destructeur de la Corée du Nord n'est pas surévalué dans les médias? Quelle est vraiment la situation? Vous avez lu cette histoire du seul rescapé du camp machin, là, 400, je ne sais pas combien? C'est effrayant. Hein, la population meurt de faim. Elle est tenue en... Enfin, je veux dire, il y a des dizaines de milliers de personnes dans les camps, sinon des centaines. Alors, est-ce qu'un jour ça cessera parce que la population pourra s'exprimer? Tout ça dépend de la Chine. La Chine protège la Corée du Nord. Et
une espèce de pion dans la main des Chinois face au Japon, face à tout cet environnement. Si la Chine ne soutenait pas la Corée, il y aurait pas de bombe atomique, il n'y aurait plus rien en 30 secondes. Il y aurait d'ailleurs la Corée du Sud qui l'emporterait. C'est un des régimes les plus caricaturaux. Stalinien, c'est de la douceur par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça ne fait pas peur, ça fait peur aux Coréens. Enfin, bon, alors ils ont des missiles, enfin c'est une comédie, cette espèce de gros poussard qui étudie en Suisse, qui assassine son oncle dans la seconde. Enfin, vous avez vu le mec, le lendemain, le type qui dit pardon, c'était quelques jours avant, le maître de la Corée du Nord, il l'a fait assassiner immédiatement. On rêve, non? Enfin voilà, moi, je sais pas quoi faire. Personnellement. Enfin, il y a eu des tentatives d'aller parler avec. Et moi, j'ai été confronté à la nécessité de dire non à l'ouverture d'une ambassade en Corée du Nord. Je trouvais que ce n'était pas le moment de leur faire ce. Alors, on avait. Parce qu'il y a quelques ONG françaises qui travaillent en Corée du Nord. Un petit peu dans le domaine humanitaire. Enfin. Alors, on a mis un type qui était lecteur de français, et on l'a chargé d'être responsable des ONG françaises. Mais je crois qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Ça ne sert à rien d'avoir une ambassade là-bas. Ça n'a rien du tout. Non, c'est un danger très précis, surtout pour la Corée du Nord, la Corée du Sud, et pour l'environnement immédiat. Mais vous savez, il y a aussi un danger. Hein. Je ne veux pas que je sois très alarmiste, mais la façon dont sur les îles, les fameuses îles disputées entre le Japon et la Chine, et le réarmement et le budget chinois consacré aux navires de guerre et à l'armée, quand même un truc qu'il faut surveiller de près. Et par ailleurs, un premier ministre japonais qui a repris des accents belliqueux et tout ça constitue une zone de tension terrible. Hein.